La créatine, ça marche seulement avec ton endurance musculaire et ta force ou ça marche aussi pour augmenter ta masse musculaire? Quoi de neuf, docteur? Salut, c'est Tim, étudiant en doctorat en sciences du sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une méta-analyse de 2023 sur les effets de la supplémentation en créatine combinée à l'entraînement en résistance, donc en musculation, sur l'hypertrophie musculaire, donc le gain de masse musculaire. Stop! Si t'as pas vu ma dernière vidéo sur la créatine, je te conseille fortement d'aller y jeter un coup d'œil. Car ici, c'est une suite logique où je vais pas me répéter, mais aller droit au but. Petite astuce, si t'as pas le temps de regarder mes vidéos au complet, pas d'excuse, mais 1 fois 1,5, ça se comprend parfaitement bien. Sinon, retrouve-moi sur Spotify, Apple Podcast, TikTok, Instagram, t'as le choix. C'est parti avec la petite introduction. Alors rapidement, ce qui a déjà été démontré avec la créatine, c'est l'amélioration de la force musculaire, de l'endurance musculaire, de la puissance musculaire et d'une variété de performances physiques en relation avec les filières énergétiques anaérobie à lactique, donc ne nécessitant pas d'oxygène, typiquement tous les efforts inférieurs ou égaux à 30 secondes. Grossièrement, une supplémentation en créatine, ça te permet d'augmenter ton stock de créatine intramusculaire et ça va t'aider notamment à resynthétiser plus rapidement l'ATP et donc améliorer ta capacité contractile pour des exercices qui demandent une brève haute intensité. Sauf que le rationnel un petit peu derrière l'hypertrophie musculaire et pourquoi la créatine pourrait l'influencer, c'est que cette créatine-là va avoir un impact sur différentes cellules et molécules et aussi différents facteurs de croissance. Et c'est ça qui laisse penser que sur le long terme, la créatine pourrait avoir un impact sur l'augmentation de ta masse musculaire. Pourquoi j'ai choisi cette méta-analyse versus d'autres? Parce qu'il en existe effectivement d'autres. Eh bien, tout simplement parce que c'est la seule dédiée à la mesure de l'hypertrophie musculaire via des analyses directes et sur des sites spécifiques. Je m'explique. Tu pourrais estimer l'hypertrophie musculaire avec des appareils comme par exemple la bioimpédance. Tu sais, cette balance où tu montes dessus puis tu tiens des poignées dans tes mains. Et ça va te donner un courant électrique qui va permettre de mesurer les différentes densités en fonction de ta masse maigre, tes os et ta masse grasse. Il existe d'autres outils comme par exemple la pesée hydrostatique ou encore le DEXA-scan qui est l'un des plus utilisés dans la science. Sauf que ces appareils-là vont estimer pas ton muscle, mais ta masse maigre. Et cette masse maigre-là, elle n'inclut pas seulement le muscle, mais aussi tes organes, puis les liquides. Et en plus de ça, tous ces appareils peuvent être influencés par ton alimentation, puis ton hydratation. Et c'est la raison pour laquelle ici, ils ont décidé d'y aller avec 3 appareils d'imagerie, soit 1, l'IRM, 2, le TEP-scan, 3, l'échographie. Comme je vous l'ai dit, il existe d'autres méta-analyses qui ont essayé d'investiguer la relation entre la créatine plus l'entraînement sur la masse maigre. Puis ils ont investigué ça à l'aide de l'appareil DEXA-scan. Et c'est dans ce type d'études-là qu'ils ont remarqué justement des changements en termes de masse maigre en faveur du groupe créatine. Supérieur au groupe placebo, donc ne prenant pas de créatine, mais réalisant l'entraînement en musculation. Mais attention, vous arrêtez pas là dans la vidéo, sinon vous allez vraiment pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Donc c'est parti, on va voir si avec des techniques d'imagerie bien plus précises pour détecter une augmentation de la masse musculaire, les résultats seraient les mêmes ou pas. Pour la méthodologie, ça va être relativement rapide. Voici les critères d'inclusion pour les articles. Un entraînement en résistance supérieur ou égal à 6 semaines avec des adultes. Une mesure de l'hypertrophie musculaire avec un outil comme donc l'IRM, le TEP-scan ou l'échographie. Et concernant les critères d'exclusion cette fois-ci, pour les plus intéressants, on retrouve la consommation d'agents anaboliques et l'entraînement en restriction de flux sanguin ou en occlusion. Avant de passer au résultat, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Un total de 10 articles ont été inclus avec une durée d'entraînement allant de 6 à 52 semaines. Les entraînements réalisés à l'intérieur étaient de 2 à 5 fois par semaine et 4 études ont inclus des jeunes adultes entre 21 et 26 ans, alors que 6 études ont inclus des personnes plus âgées entre 57 et 72 ans. 4 études ont seulement inclus des hommes et une étude seulement inclus des femmes. 5 études ont inclus hommes et femmes. 2 études comportent des participants entraînant en résistance alors que toutes les autres non. Pour l'ensemble, c'était ce style d'études, donc 2 groupes réalisant l'entraînement en résistance, mais seulement l'un avec la supplémentation en créatine vis-à-vis de l'autre avec un placebo. Il y a seulement une étude qui a eu un focus sur les biceps et toutes les autres ont fait un entraînement full body. Puis concernant la consommation de créatine, on retrouve une étude qui a fait une phase de load avec une consommation de 20 grammes par jour pendant 5 jours, puis 5 grammes les autres jours restants. Et toutes les autres études ont implémenté des dosages soit 0,1 ou 0,15 grammes par kilo par jour. Ce qui est tout de même étrange car toutes les recommandations dans la littérature se font entre 3 et 5 grammes par jour, peu importe le poids de corps. Donc par exemple, ici un individu qui pèse 80 kg et devrait consommer entre 8 et 12 grammes, ce qui est relativement loin des recommandations actuelles. 3 études ont fait consommer de la créatine entre 2 et 4 jours par semaine, les 8 autres entre 5 et 7 jours par semaine. Pour les changements de l'hypertrophie musculaire en centimètres, eh bien ce qu'on retrouve c'est un très faible effet mais non significatif et en faveur de la supplémentation en créatine. Lorsque l'analyse est conduite en séparant le haut et le bas du corps, eh bien on retrouve des évidences en faveur de la supplémentation en créatine avec des différences de 0,16 cm pour le triceps et 0,10 pour le biceps. On
peut retrouver à peu près la même chose pour le bas du corps avec une différence en faveur de la créatine monohydratée, mais seulement 0,13 cm pour les quadriceps et 0,11 cm pour les ischio-jambiers. Autant vous dire que c'est relativement vraiment négligeable. Concernant les variables modératrices, donc les variables qui pourraient avoir un impact et changer les résultats. On parle notamment de l'âge, de la durée d'intervention. Et bien ce qu'on retrouve, c'est que l'effet semblerait plus grand chez les participants plus jeunes. Et aussi cet effet semblerait être plus grand mais avec des évidences limitées pour les interventions plus courtes. Mais à part pour l'âge, les autres résultats ne sont pas statistiquement significatifs. On passe à présent à la discussion. Donc tu l'as bien vu, lorsque l'on compare le groupe placebo et le groupe créatine, eh bien on a un effet qui est trivial, donc très faible. Puis c'est sans parler de l'effet clinique. En soi, tout le monde s'en fout de gagner 0,13 cm de tour de cuisse. Et surtout lorsque ça nécessite en moyenne 8 semaines d'entraînement. Donc ça remet pas mal en question tous ceux qui pensaient avoir des plus grosses fesses en prenant de la créatine. Je vous avais parlé des autres méta-analyses qui ont fait ce même type de protocole, mais avec le DEXA. Eh bien, ce que eux, ils avaient remarqué, c'est une augmentation dans le temps entre 1,1 et 1,4 kg, qui finalement pourrait donc être associée potentiellement à la rétention d'eau. Dans cet article-là, on parle aussi de l'âge qui pourrait avoir un effet modérateur. Sauf que comme on l'a vu, même les résultats sont ridicules. Donc au final, peu importe. Cette étude, elle comporte tout de même plusieurs limitations, notamment un manque d'études chez les femmes, puis dans une population spécifiquement entraînée en résistance. On a seulement 2 études avec une population entraînée. Un point aussi que j'ai appris ici très intéressant, c'est qu'il semblerait avoir des individus moins sensibles que d'autres, autrement dit moins répondants aux effets de la créatine. Et il y a plusieurs paramètres qui pourraient venir jouer dans ce manque de sensibilité-là, notamment une quantité initiale de créatine intramusculaire plus élevée, associée à un faible pourcentage de fibres de type 2, ainsi qu'à une faible masse musculaire. Avant de passer à la conclusion, like et partage à tes amis si tu as appris quelque chose aujourd'hui. Donc vous l'aurez compris, bien que la créatine soit super intéressante à implémenter pour améliorer sa force ou son endurance musculaire, et d'ailleurs tous les autres efforts de puissance inférieure ou égale à 30 secondes, et bien cette dernière, pour l'augmentation de la masse musculaire, c'est peut-être pas son fort. Il existe en effet un phénomène de rétention d'eau, mais ce dernier se dissipe après quelques semaines. La créatine ne fait donc pas grossir tes fesses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour parler de sciences du sport, car la science évolue vite, ne te laisse pas dépasser.